c'est terrible parce que moi je crois très très fort que, enfin moi et tous les savants et philosophes du monde qui l'ont dit avant moi, mais que l'éducation c'est ce qui va sauver le monde. Quand on regarde, il n'y a pas un seul problème de société qui n'est pas réglé par l'éducation. Et ça fait très très peur, c'est-à-dire que maintenant les gens ont confondu complètement la défiance politique avec le scepticisme à l'égard de la science et pensent que remettre la science en question c'est se rebeller face aux politiques. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les cons ont un potentiel de destruction. Je pense que toute personne ayant été harcelée à l'école le sait. Il y a un potentiel destructeur et on a beau essayer de... Moi qui suis très très attachée évidemment au principe de démocratie, parfois je désespère quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont le même droit de vote que d'autres et on se dit mais où est-ce qu'on va ? Et donc bonjour Florence Mendez. Bonjour. Ça va ? Ouais, super. Bon. Tu es au Métropole jusqu'au 28 avril dans Délicate. Délicate, c'est ce que tu es à l'excès jusqu'à pleurer lorsque, par exemple, tu vois des pigeons à une patte. Ça t'est vraiment arrivé, ça ? Oui. Ouais. Je suis effectivement très très émotive et je peux pas m'empêcher d'imaginer la souffrance des êtres autour de moi. Et que j'imagine d'ailleurs parfois complètement. Il me suffit de voir une petite vieille sur un banc et je peux lui imaginer une histoire très très triste, alors que si ça se trouve, la meuf, elle est juste là, tranquille, sur un banc, elle n'a pas envie qu'on la fasse yesh et qu'on la regarde comme un pauvre petit chiot, ce que je fais. Donc, Alors, ce qui se passe sur scène, c'est comme une sorte de déguisement, finalement, que ce soit notamment dans tes chroniques à France Inter, sur Teva, mais aussi sur scène, du coup. D'après ce que j'ai vu, il y a quelque chose d'assez offensif dans ta manière d'amener les blagues. Du coup, c'est quelque part, tu te travestis sur scène, comparé à la vie ? J'aimerais bien, mais non, j'ai pas cette faculté-là quand je parle de moi endosser des costumes. Donc je dirais que c'est peut-être des traits de ma personnalité qui sont un peu poussés à l'extrême. Mais non, justement, sur scène... plus sur scène que dans mes chroniques, mais également dans mes chroniques, il y a une espèce de sincérité effectivement un peu offensive, parce que j'ai ce caractère-là très engagé, très fonceur, et voilà, mais non, ça ressemble très très fortement à qui je suis. Ouais. Alors, tu es quelque part, j'ose un peu l'expression consacrée, l'anti-Louis Chédid, qui disait qu'on ne disait jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Toi, c'est plutôt, on ne dit jamais assez aux cons. Les cons qui sont cons, mais oui, mais tout à fait. Et je trouve que c'est encore plus vrai dans la période actuelle, en tout cas, qui a été vraiment un révélateur. Les gens sont cons, en fait. Et c'est terrible parce que moi, je crois très très fort que... Enfin, moi et tous les savants et philosophes du monde qui l'ont dit avant moi, mais que l'éducation, c'est ce qui va sauver le monde. Quand on regarde, il n'y a pas un seul problème de société qui n'est pas réglé par l'éducation. Et ça fait très très peur, c'est-à-dire que maintenant les gens ont confondu complètement la défiance politique avec le scepticisme à l'égard de la science et pensent que remettre la science en question c'est se rebeller face aux politiques. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que les cons ont un potentiel de destruction. Je pense que toute personne ayant été harcelée à l'école le sait. Il y a un potentiel destructeur et on a beau essayer de... Moi qui suis très très attachée évidemment au principe de démocratie, parfois je désespère quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont le même droit de vote que d'autres et on se dit mais où est-ce qu'on va ? Donc, Oui, alors il y a une tendance justement, et j'allais te poser cette question, il y a une tendance, une mode de plus en plus présente aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de remettre en cause la parole publique, la parole politique, quand notamment elle est en lien avec les scientifiques, ça donne un peu en gros le complotisme. Comment tu t'inscris par rapport à ça ? Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu te dis ? Mais évidemment, remettre en question la parole politique et avoir des voix dissidentes, c'est super important. Et heureusement
qu'on est en droit de le faire. D'ailleurs, je rigole beaucoup quand les gens disent oui, qui écrivent sur leur statut Facebook, on vit dans une dictature. Si tu as l'occasion d'écrire sur Facebook que tu es dans une dictature et être encore en vie 2 jours après, c'est peut-être que tu n'es pas dans une dictature. Donc évidemment, je suis pour le fait de remettre en cause la parole des politiques, d'avoir de son libre arbitre, son libre examen et de pouvoir s'interroger. Maintenant, là, dans le contexte de la crise sanitaire, c'est ce que je disais, on a confondu les politiques et les scientifiques. Et les scientifiques, il faut les écouter parce que eux, je pense que c'est eux qui sont le plus à même de nous sortir de la crise. La science, c'est ce que je disais dans une de mes chroniques, la science a permis de prolonger vos vies, lui faites pas regretter ça, c'est-à-dire jusqu'ici, toutes les avancées au niveau de la santé sont quand même extraordinaires, fait qu'on peut vivre beaucoup plus longtemps, en meilleure santé, etc. Donc même si c'est je pense que voilà, le complotisme, les gens ont envie de suivre la théorie qui les arrange le plus. Et les scientifiques ne sont pas en train de dire, bah oui, d'ici 2 semaines, on sortira de la crise. Donc, quand vous êtes désespéré et que quelqu'un arrive en disant, bah non, c'est de la connerie, et qui vous offre un scénario beaucoup plus chouette, à savoir, le Covid n'existe pas et tout ça va bien se passer. C'est une invention des labos, de Pfizer. Je pense que quand on n'est pas très éduqué, bah oui, on plonge rapidement là-dedans parce qu'on a besoin d'espoir. Malheureusement... Qu'est-ce que tu te dis quand on te dit qu'il n'y a pas beaucoup... Les humoristes qui prennent la parole sur ce genre de sujet ne sont pas légion. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu dis qu'il y a quelque chose qui finalement se réveille et qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui justement s'engagent, prennent la parole, prennent leurs responsabilités ? Alors, moi, je suis humoriste sur France Inter, donc on est quand même... on s'attire pas mal d'ennuis pour être... justement pour faire preuve d'engagement et tout ça, et je trouve que moi personnellement c'est la colonne vertébrale de mon humour, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on a la chance d'avoir des gens qui nous écoutent, on doit dire des choses qui comptent, et je pense qu'il y a énormément d'humoristes qui prennent la parole là-dessus et qui justement s'opposent aux extrêmes, à la bêtise, et c'est extrêmement rassurant. On garde ce rôle de fou du roi. Et je suis fière d'en faire partie. Et moi, je pense que quand on a un talent, il faut l'utiliser pour faire le bien autour de soi, quoi. C'est important. Donc, Est-ce que tu dirais, Florence, que tu fais de l'humour de réaction? Alors, je précise, pas au sens politique du terme. Donc je ne vais pas dire que tu es réactionnaire. Merci. J'espère. Non, il ne s'agit pas de ça. Plutôt au sens purement artistique. Je m'explique. Tu regardes quelque chose, tu lis quelque chose et tu as envie de réagir. Moi, j'ai en tête cette phrase de Milan Kundera qui disait à propos d'Anna Finkielkraut, c'est l'homme qui ne sait pas ne pas réagir. Alors là, c'était clairement littéraire et politique comme avis. Mais en humour, est-ce qu'on pourrait te dire finalement que tu ne sais pas ne pas réagir ? Oui, c'est vrai. J'ai un côté très... je crois que c'est mon plus grand défaut. C'est-à-dire que je suis impulsive. Au sens où vraiment je bouge de pulsion en pulsion et depuis que je suis toute petite, j'ai un gros problème avec l'injustice. Et donc, c'est des choses où spontanément, souvent à mes dépens, mais spontanément, je dois m'opposer quand il y a des choses qui me touchent et qui sont à contre-courant de mes valeurs. Alors, est-ce que la comparaison avec Finkielkraut me fait plaisir ? Non. Je pense que... Mais... C'était un exemple purement littéraire, on le laisse de côté, mais voilà. Mais la phrase m'avait interpellé en tout cas, et j'avais pensé un peu à toi quand je l'avais réécouté. Ah, c'est toujours aussi vexant, dit comme ça. Oui, merci, je note. Je suis le Finky féminin. Bon, bah voilà. Il en fallait bien une. Non, mais c'est vrai que je suis... voilà, j'ai besoin de dire les choses quand elles me... C'est même pas que j'ai besoin, c'est que je sais pas faire autrement. Voilà, je sais pas fermer ma gueule. Et... ça m'a apporté pas mal d'emmerdes. Mais... Lesquels, par exemple ? Je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, je me suis fait menacer. Voilà. Et puis j'ai perdu certains boulots aussi sur certaines radios belges pour avoir trop ouvert ma gueule. Mais aucun regret, vraiment. Donc finalement, l'humour, c'est pas si libre que ça, quoi. Clairement. Non. Ouais. Non. T'as en tout cas un humour de paradoxe que t'assumes, corrosif, acide, et en même temps, quand on te regarde, très délicat, très cristallin. Ouais, mais je crois que ça,
c'est un humour qui est vraiment à mon image. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très délicat à la base, de fragile, j'ai la peau très fine. Et c'est le fait d'avoir été jetée dans ce monde-là depuis toute petite, dans un monde où je me suis jamais sentie à ma place, qui a fait que j'ai dû lutter, développer une armure. Je suis toute petite, donc me battre, ça n'a jamais été mon truc. Donc il a fallu trouver des manières de répliquer. Et c'est là que ma répartie s'est développée et tout ça. Donc c'est un humour qui est comme moi. J'aurais aimé rester quelqu'un d'intact et garder cette pureté qu'il y a chez mon fils et chez mon chien, et cette innocence et tout. Mais non, je crois que le monde dans lequel j'ai été un peu projetée m'a forcément endurcie. Et donc, l'humour, il est à mon image. Mon humour, c'est l'humour de quelqu'un qui aurait aimé que le monde soit beau et qui a dû aussi elle-même mettre une couche de laideur et de dureté pour se protéger un peu et se défendre aussi. Tu dis, il y a des choses qu'on ne peut dire qu'avec une certaine virulence pour être sûr que le message passe bien. Est-ce qu'on ne peut plus se contenter justement de messages pacifiques aujourd'hui pour rassembler, il faut de la violence ? Ouais, je pense. Alors, je ne suis pas une fan de violence physique, encore une fois. Mais je crois que c'est Angela Davis qui disait aujourd'hui, il suffit plus d'être contre le racisme, il faut être antiraciste. Et c'est ça, en tout cas, si c'est pas la violence, en tout cas, c'est la proactivité. Je pense qu'il faut être proactif dans la défense des différentes causes qui nous tiennent à cœur, parce que ça ne suffit plus de juste dire que c'est pas bien ou qu'on est contre. Je crois vraiment qu'il faut prendre un engagement, et en tout cas, dans mon cas, il y a une volonté de ne laisser aucune ambiguïté par rapport à mes opinions, mes valeurs, mon besoin d'intégrité. Et donc oui, je le dis fort, je le dis sale, parce que j'ai envie de marquer les esprits, et puis aussi parce que je crois que ça fait rire dans un monde qui est de plus en plus aseptisé. Je pense que ça fait aussi marrer les gens autant que ça les fait réagir de voir que moi je transgresse un peu ces codes-là. Florence, tu as été diagnostiquée autiste Asperger quand tu avais 30 ans. Ouais. Tu as dit que tu l'as vécu avec soulagement. Ouais. Je te cite, « Enfin, on met un mot sur cette différence et sur ce qui ne va pas. Même parmi les gens qui m'aiment et avec qui je m'entends, je sentais qu'il y avait un décalage. » Est-ce que c'est ça qui te heurtait le plus, ce décalage ? Ouais, ça a été très, très difficile. Très difficile. Longtemps, je me suis vue comme étant... comme si, je considérais que j'avais une déficience socialement. Et donc, j'acceptais les injustices que je pouvais vivre ou les méchancetés que je pouvais subir, parce que pour moi, c'était normal. Il y a quelque chose qui venait de moi. Je me comparais souvent quand vous ramenez votre chat chez le vétérinaire, les autres chats dans la maison vont souvent le nier ou lui casser la figure, parce qu'il y a quelque chose, ils le sentent, il y a quelque chose de différent chez lui. Et c'est vrai que je me comparais souvent à ça. Et du coup, j'avais fini par accepter finalement qu'on me traite mal, parce que la faute était de mon côté. Parce que socialement, je ne faisais pas d'efforts. Et quand on m'a annoncé que j'avais ce trouble du spectre autistique, c'était pas de ma faute, quoi. En fait, mon cerveau, simplement... Je suis daltonienne du comportement, quoi. Les gens pourront dire que c'est mauve, moi je verrai de l'orange. Et c'est aussi mon autisme, je le vis comme ça, je le vis comme je suis daltonienne. Un daltonien, vous pouvez essayer d'expliquer que mais non, c'est vert. Si lui il voit bleu, il voit bleu. Il peut vous dire oui, je comprends bien que c'est vert, mais moi je vois du bleu. Et je peux pas le changer. Mon cerveau est construit d'une manière différente de celui des autres. Et c'est pas de ma faute, et ça fait pas de moi quelqu'un qui mérite moins de respect et de bienveillance que quelqu'un qui aurait un cerveau câblé. On sous-évalue la gravité de l'importance de la question de la santé mentale en France aujourd'hui ? En France, en Belgique ? Ouais. Clairement. Moi, alors, il faut savoir que le syndrome d'Asperger, il y a une comorbidité assez fréquente qui s'appelle le trouble panique, et c'est ce que moi j'ai eu. Donc c'est des crises de panique, donc la peur de mourir en fait, qui sont extrêmement violentes
et qui reviennent très souvent et qui sont très invalidantes. Et moi, quand j'ai eu ça, ça a été une longue errance diagnostique, puisqu'au début, je ne voulais pas admettre que j'avais un problème mental. Et donc, je me disais, OK, j'ai un problème physique, donc je suis allée faire beaucoup de tests, etc. Et on ne m'a jamais, parmi les médecins que j'ai vus, tourné vers un psychiatre, par exemple. Et quand j'ai eu ça, mon entourage, comme mon compagnon de l'époque, ont extrêmement mal réagi. C'était la honte, je faisais des caprices, personne ne me prenait au sérieux et tout ça, donc ça a été très très difficile. C'est une maladie qui m'a vraiment menée à 1 minute du suicide, vraiment. Si j'avais pas un coup de fil à ce moment-là de mon fils, je sautais. Et tout ça, toute cette souffrance, elle est venue d'un tabou. Elle est venue d'un tabou parce qu'à partir du moment où moi j'ai eu le courage, je me suis dit, OK, maintenant je vais aller voir un psychiatre. Le psychiatre m'a dit, ça a duré 7 minutes. Mon diagnostic. J'ai parlé avec lui, il m'a dit, bah oui, vous avez un trouble panique, voilà, je vous prescris ça, cette thérapie-là, et vous allez voir, ça va aller mieux. Si j'avais entendu parler de cette maladie, si j'avais su que cette maladie, elle existait, si j'avais pu lire un article où je reconnaissais mes symptômes, j'aurais été guérie beaucoup plus vite, j'aurais perdu moins de temps avec mon fils, j'aurais pas perdu mon taf, pas mon appart, j'aurais pas vécu la souffrance que j'ai vécu et qui a été résolu en 7 minutes. J'étais prête à sauter du 4e étage, alors qu'en 7 minutes, mon problème a été résolu. À partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, plus jamais je laisserai quelqu'un dans cette solitude-là. Et maintenant, tant pis, je vais en parler. Et j'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup de messages très touchants de gens qui m'ont dit, ça fait 10 ans que j'ai ça, je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas que c'était une maladie, et en écoutant votre interview, j'ai été faire comme vous, consulter un psychiatre, et aujourd'hui, pour la première fois, Et c'est bien d'en parler, Florence. Je reprends ma voiture, je pense que c'est essentiel, en fait. Je pense que parler de la maladie mentale, ça sauve des vies, parce que... C'est hyper important. Trop souvent, on croit que le suicide, c'est la seule solution dans certains cas de maladies mentales, et les statistiques sont épouvantables. Dans le cas du trouble panique, c'est le même que la bipolarité, donc on est même à 20% de suicide, c'est énorme. Alors qu'en fait, ça se soigne. C'est une maladie. Et je voudrais qu'un jour, ce soit aussi ridicule de se suicider parce qu'on a un trouble panique que de te suicider parce qu'on a un rhume. En se disant, non, je vais me faire euthanasier, j'ai un rhume. Voilà, parce que ça se soigne. Je me permets, à titre personnel, de te dire bravo. Et à titre humoristique, parce qu'on va revenir à ça maintenant, j'ai trouvé très 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 drôle, et j'ai trouvé que tu avais bien exorcisé la gravité du sujet dans ton sketch Autisme et Koala, quand tu dis « J'étais tellement autiste quand j'étais petite que pour me punir, on me sortait du coin ». C'est vrai qu'on a toujours l'image de la personne autiste qui est très renfermée et tout ça, alors que déjà, moi je suis une fille, donc l'autisme s'exprime de manière très différente chez les filles, mais que chez les garçons. Mais c'est vrai, par exemple, que quand j'étais petite, mon père me racontait, je me mettais sur le ventre pour regarder la télé et j'attrapais la porte entre mes pieds et je pouvais la faire balancer pendant des heures et des heures et des heures. Je pouvais me caresser les cuisses comme ça en me balançant pendant des plombes et des plombes et des plombes. Donc oui, c'est rigolo à la fois de se dire que j'ai été diagnostiquée qu'à 30 ans, parce que quand on regarde les symptômes, les signes d'Asperger chez la fille, je suis en plein dedans, quoi. Donc oui, et puis parce que je pars du principe que il faut rire de tout, quoi. À un moment, rire, c'est ce qui permet de prendre cette distance par rapport au malheur. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte le jour dans la bande originale. Sur France Inter. Sur France Inter, on a reçu des acteurs qui jouaient dans la série sur Netflix qui retraçait l'affaire du petit Grégory. Et évidemment, je vais me renseigner un petit peu pour pas être complètement larguée pendant l'émission. Et je vois les photos. C'est pas une photo qui est trash du tout, c'est une photo en noir et blanc d'un gendarme qui sort ce petit Grégory de la rivière. Et là, elle est pas trash, il y a ce petit bonhomme qui est là avec son bonnet sur les yeux, avec ses petites chaussures. Et là, d'un coup, je me suis rendu compte pourquoi je faisais des blagues atroces sur le petit Grégory. Parce que faire des blagues atroces dessus, ça permet pour moi de prendre une distance. D'un coup, le petit Grégory, c'est plus ce petit bonhomme dans la rivière. Parce que si j'y réfléchis, ce petit bonhomme dans la rivière, c'est terrible. Et oui. C'est terrible. C'est une douleur horrible d'imaginer qu'on puisse faire ça à un enfant et de le voir. Oui. Putain, ça pourrait être mon gosse, quoi. Et donc faire des blagues, c'était la manière de mettre ça à distance. En fait, c'est un soin médicinal. Ouais, mais vraiment, vraiment. Parce que moi, avec mon émotivité, ma sensibilité... Si je prends toute l'horreur du monde dans la face sans le passer par mon filtre blague avant, honnêtement, j'en meurs, quoi.
J'ai 2 dernières questions à te poser après cet échange qui est passionnant. Tu prépares un roman ? Ouais. Mais ça fait c'est un sujet de grosse rigolade dans mon entourage parce que ça fait des années que je suis dessus et justement mon problème c'est que j'ai pas de scénario. Je suis trop spontanée pour écrire un scénario, je pense. Du coup, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans ce roman. J'ai un plan général, mais c'est vrai que, comme je le disais, je suis quelqu'un d'impulsif, donc je fonctionne à la pulsion. Et là, pour l'instant, ce roman, il a beaucoup changé en fonction de ce qui m'est arrivé, parce que je suis plus du tout la même personne que quand je l'ai commencé. Et du coup, je l'avais commencé, et finalement, tout ce que j'avais écrit ne ressemble plus du tout à qui je suis aujourd'hui, donc il a fallu reprendre à zéro. Mais là, ça y est, là, j'ai ma piste, j'ai mon... Tu as ta trame. Parce que je suis parvenue à... Parce que c'est une histoire qui n'est pas du tout autobiographique, ok ? Bon, je vois pas ce que vous voulez dire. Non, mais il a fallu que justement que je prenne ce recul, ce détachement pour détacher ce personnage principal de moi et de me dire, ok, moi j'ai beaucoup évolué, mais le personnage principal n'est pas obligé de me suivre dans cette évolution. Donc je me suis arrêtée pour ce roman. Bon, l'héroïne est inspirée de moi, mais voilà, j'ai arrêté à qui j'étais à ce moment-là et je me suis dit, ok, c'est qui j'étais à ce moment-là qui va vivre cette histoire et ça m'a permis de continuer, de faire cette séparation. Florence, je te remercie mille fois. Merci à vous, c'était cool. Tu es, oui, c'était cool, vraiment le plaisir était partagé. On rappelle les dates de ton spectacle jusqu'au 28 avril, c'est ça, avec Délicate au Métropole. Métropole à Paris. On te souhaite... Puis je serai aussi à Lille, Bordeaux, Marseille, Tignes. Donc je fais un petit tour un peu partout en France. Donc voilà, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire de venir jouer à Jouy-en-Josas et à vos villes, dans vos petits villages qui n'existent pas. Je sais que c'est un piège. Donc non, j'essaye de passer un petit peu partout. On rajoute des dates au fur et à mesure. On n'a pas encore de tournée, de date de tournée tout à fait définie. Un peu comme ma vie, on y va à l'impro. Voilà, on verra bien. En attendant, le Goncourt pour ton prochain roman. Ah, ce serait cool ça. Ce serait trop là. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Florence. Merci.